De retour à Washington, l'ancien président américain Donald Trump a livré un discours digne d'un candidat en campagne. Les 27 ministres en charge de l'énergie approuvent le principe d'une diminution de 15% de la consommation de gaz dans l'Union pour faire face à une éventuelle rupture de l'approvisionnement russe. Moscou ne veut plus participer à l'aventure ISS. Elle évoque un projet de station orbitale russe. La NASA dit n'avoir pas été informée officiellement. Entreprise délocalisée et accueil à bras ouverts des habitants, Carigno en Espagne est devenu en quelques mois terre d'accueil pour les réfugiés ukrainiens. Donald Trump est de retour à Washington et c'est une première depuis son départ tumultueux de la Maison-Blanche. Invité par un cercle de réflexion géré par ses alliés, il a livré mardi un discours digne d'un candidat en campagne. Il a notamment présenté un plan d'action pour le président républicain qui gagnera la Maison-Blanche en 2024. Je dis toujours que j'ai été candidat une première fois et que j'ai gagné, puis que j'ai été candidat une seconde fois et que j'ai remporté encore plus de voix. Nous avons obtenu des millions et des millions de voix en plus. Et vous savez quoi? Nous allons nous souvenir encore longtemps de cette histoire. C'était une véritable honte. Mais nous pourrions avoir à le refaire. Nous devons rectifier le tir. Nous devons redresser notre pays. L'ancien locataire de la Maison-Blanche garde une place centrale auprès des Républicains. Il conserve notamment un noyau de partisans loyaux, ce qui le placerait en pole position s'il décidait de briguer l'investiture. Donald Trump n'a jamais concédé sa défaite. Évoquant sans aucune preuve des fraudes électorales massives, il consacre depuis 2 ans l'essentiel de ses interventions publiques à dénoncer une élection volée. Le milliardaire de 76 ans fait l'objet d'une enquête d'une commission parlementaire sur son rôle dans l'assaut du Capitole qui a choqué le monde entier. Accord à Bruxelles pour réduire la consommation de gaz. Les ministres de l'Union européenne en charge de l'énergie se sont entendus mardi sur une diminution de 15% de cette ressource. Pour parvenir à ce compromis, les 27 ont dû s'entendre sur une série d'exemptions et de dérogations afin de convaincre une majorité de capitales. Sous la menace d'une rupture des approvisionnements russes, cet effort européen doit permettre de réaliser des économies d'énergie avant l'hiver. Malgré l'ambition, l'Union espère tout de même une météo clémente pour passer sans trop de difficultés la saison froide. Selon nos calculs initiaux, même si toutes les exemptions sont employées, nous devrions parvenir à une réduction de la demande qui nous permettrait de passer en sécurité un hiver moyen. Au moins 12 pays membres, particulièrement peu exposés à la dépendance russe, ont rejeté le principe d'une baisse de 15% pour tous. Ces gouvernements, emmenés par l'Espagne, ont poussé pour parvenir à des objectifs sur mesure, une demande acceptée par l'ensemble de l'Union. La présidence de l'Union européenne a travaillé et a écouté tous les gouvernements et a conclu que les réalités nationales étaient différentes, que les contributions pouvaient être différentes et que les limitations pouvaient être aussi différentes. Cela ne sert pas à grand-chose pour une île d'économiser 15% si elle ne peut pas transférer cette ressource aux pays d'Europe centrale. Ce serait une mesure disproportionnée qui n'a aucun sens. Cet accord est perçu comme un mécanisme de solidarité afin d'aider les pays les plus menacés comme l'Allemagne en cas de rupture énergétique russe. Ce compromis est présenté alors que Moscou annonce dans le même temps une diminution des livraisons à travers le gazoduc Nord Stream 1. Les experts soulignent qu'il s'agit d'un premier accord de ce genre au niveau européen. Or, jusqu'à maintenant, les questions énergétiques relevaient davantage du précaré national. Le point le plus important est de respecter les marchés et de continuer à permettre au gaz de circuler à travers l'Europe et qu'ensemble, en tant que 27, plus les voisins de l'Union et même au-delà, nous travaillons ensemble, que nous utilisions toutes les ressources dont nous disposons du côté des approvisionnements, du côté de la demande. C'est la seule façon efficace de lutter contre l'utilisation par Vladimir Poutine du gaz comme une arme et de pouvoir passer l'hiver. Les 27 approuvent aussi le mécanisme alerte de l'Union qui prévoit de rendre obligatoire cet objectif de diminution si la Russie venait à suspendre ses livraisons. Toutefois, les ministres ont décidé que cet outil ne pourrait être activé que par le Conseil, l'institution qui représente les capitales, et non par la Commission européenne. Des cosmonautes russes travaillant à bord de la Station spatiale internationale. Des images qui pourraient bientôt appartenir au passé.
La Russie indique en effet vouloir se désengager de l'ISS après 2024, alors que les Américains entendent poursuivre l'aventure jusqu'en 2030. Impossible de ne pas lier cette décision à la guerre qui fait rage en Ukraine, même si les Russes évoquent un autre projet. Nous allons commencer à mettre en place une station orbitale russe. L'industrie spatiale est dans une situation difficile et je considère que mon objectif principal, avec mes collègues, n'est pas de baisser mais de relever la barre et tout d'abord de fournir à l'économie russe les services spatiaux nécessaires. La NASA dit ne pas avoir été informée officiellement de cette décision. L'agence spatiale américaine qui souhaite que les Russes poursuivent leur participation. L'ISS est le fruit d'une collaboration entre la Russie, les États-Unis, l'Europe, le Japon et le Canada. Elle ne peut fonctionner sans les contributions des différents partenaires. Bâtiments détruits, ruines encore fumantes. Selon les services d'urgence ukrainiens qui diffusent ces images, la Russie a visé la région d'Odessa dans le sud du pays. Des missiles ont notamment touché Zatoka, une station balnéaire de la mer Noire. Ici, pas de base ni de troupes selon le président Zelensky, pour qui les Russes voulaient juste frapper. Kiev fait état d'un blessé dans cette attaque. Selon l'armée ukrainienne, des infrastructures portuaires ont été bombardées dans la région de Mykolaïev, causant aussi des destructions dans la banlieue de la ville. Moscou affirme que ces frappes avaient pour cible un bataillon d'artillerie de l'infanterie ukrainienne et que ce dernier a été anéanti. Du blé chargé à bord d'un cargo dans le port international de Rostov-sur-le-Don, direction la Turquie. Pour coordonner la reprise des livraisons de céréales à travers la mer Noire, un centre d'expédition commun entre la Russie et l'Ukraine ouvre ce mercredi à Istanbul. C'est l'un des résultats de l'accord signé entre les belligérants, l'ONU et la Turquie. Un accord qui devrait permettre de libérer des millions de tonnes de céréales piégées dans les ports ukrainiens de la mer Noire. Le comité international d'Auschwitz s'est dit horrifié ce mardi après les propos du Premier ministre hongrois tenu samedi dernier en Transylvanie roumaine où réside une importante communauté hongroise. Viktor Orban y a déclaré, je cite, « Nous ne voulons pas être une race mixte qui se mélangerait avec des non-européens. » Avant de lancer, les pays où des peuples européens et extra-européens cohabitent ne sont plus des nations. Ces pays ne sont rien d'autre que des conglomérats de peuples. Ces propos ont aussi fait réagir l'opposition politique en Hongrie. Nous avons entendu un discours écœurant, dégoûtant, nazi. Il est inquiétant qu'en tant que Premier ministre de Hongrie, en tant que politicien, en tant qu'être humain, il prononce un tel discours. Le discours a également suscité des réactions en Roumanie où il a été prononcé. Le ministre roumain des Affaires étrangères, Bogdan Orescu, l'a qualifié d'inacceptable. L'eurodéputé socialiste Carmen Avram, jointe par Euronews Roumanie, parle de paroles honteuses et effrayantes. Face aux réactions suscitées par ces mots, Viktor Orban a réagi ce mardi en se défendant de tout racisme et en déclarant que son gouvernement appliquait une politique de tolérance zéro en matière d'antisémitisme et de racisme. Au nord-ouest de l'Espagne, à plus de 3000 km de Kiev, c'est un village un peu particulier dans lequel vit Olga, cette réfugiée ukrainienne. Elle est arrivée ici pour un voyage d'affaires 5 jours avant l'invasion russe. Depuis, elle est retournée chercher ses enfants pour les ramener dans leur nouvelle maison. J'ai essayé d'être plus positive et d'apporter ça à mon équipe, à ma famille. Nous devons comprendre que notre vie est ce qu'elle est en ce moment et que nous ne pourrons pas revenir en arrière. L'entreprise pour laquelle elle travaille met en relation clients et distributeurs de pièces détachées automobiles. Ouverte en Ukraine il y a 11 ans, la société compte depuis 2020 des bureaux en Espagne. Alors, au début de la guerre, la direction a décidé de relocaliser près de 80 de ses ouvriers pour qu'ils quittent le pays. Grâce à l'aide des gens et de tout ce qu'ils nous ont fourni, on s'est progressivement ouvert. Et maintenant, presque tout le monde se sent très bien ici. En ce moment, vous pouvez demander à n'importe qui et ils diront que c'est comme une deuxième maison pour eux. Traditionnellement, les migrants allaient gagner leur vie dans d'autres villes et cités. Mais l'invasion russe de l'Ukraine a fait de cet endroit un peu plus un lieu d'accueil. Pour preuve, depuis le début de la guerre, les entreprises locales ont accueilli à bras ouverts les nouveaux arrivants de l'ex-République soviétique. Ce restaurant a 3 nouvelles recrues. Elles sont arrivées au bon moment et pour plus d'entraide, j'ai décidé d'engager ces filles.
Une centaine des quelques 4000 habitants du village vient d'Ukraine. Cette situation a provoqué un véritable changement dans cet endroit où la moyenne d'âge est de plus de 50 ans. Ils apportent de la fraîcheur et de la jeunesse, car la moyenne d'âge est assez élevée. Ils apportent aussi la possibilité de créer leurs entreprises. Loin des différences d'âge et de culture, population locale et Ukrainiens ont plusieurs choses en commun. Ce 24 août, ils fêteront pour les uns l'indépendance de leur pays et pour les autres la fête de leur saint patron local, Saint Barthélemy.